Bonjour Matin. madame, bon matin, Comment vas-tu? ça va très bien. Ah, c'est-tu merveilleux, hein? Et c'est Oui, comme si ouais, on sortait d'un hiver sans fin, puis là, on profite des journées, puis ça fait du bien. absolument. Il fait beau matin, il fait beau soleil, on est content. T'as-tu déjà, parce que des fois, tu sais, quand on se parlait en hiver, à 9 heures le matin, comme ça, t'avais pas, c'est rare qu'on se voit le matin. D'habitude, c'est en après-midi. T'as-tu déjà fait ton jogging? Ben, le jogging, ça doit faire des mois que j'en ai pas fait suite à une blessure. Non, oui, j'ai fait mes exercices ce matin, du vélo, poids et haltères, un peu d'étirement. Oui, tous les matins, je suis debout depuis 5 heures et quelque chose, là. You walk, ah, c'est vrai? Ouais, ben, mettons 6 heures moins quart. Donc, you walk the talk. J'essaye. Et J'essaye croton, sérieusement. t'es-tu toujours au croton le matin? Oui, oui, oui. Le pain a changé, mais oui. Qu'est-ce que tu fais comme pain maintenant? Ben, en fait, c'est que j'ai pas de pain Céto. La recette, je l'ai donnée avec la farine de coco. J'ai le pain aux noix. Qui Alors, est ce très matin, c'était bon. celui qui est assez, merci, délirant. Fait que ce matin, c'était Ouais. ça. OK, OK. Puis on Avec un est-tu peu de ghee. OK. Donc, de beurre clarifié. Donc, du beurre. Exactement. Euh, écoute, puis c'est une recette que tu avais partagée aussi, je pense. Bon, là, Absolument. si quelqu'un est intéressé. Et c'est vraiment bon. Même moi, je préfère ce pain-là à l'autre. Ben, il fait plus gâteau. Il fait plus. Tu sais, moi, je le décris comme un gâteau aux fruits, pas de fruits, là. OK, c'est ça. C'est assez délirant. Tu manges ça, tu fais comme. C'est supposé être bon pour la santé. Pourquoi c'est bon comme ça, là? Si tu sens que c'est pas correct. C'est extraordinaire bien manger. Et manger quand quand ça fait du sens, quand c'est consistant. D'ailleurs, vendredi, je suis contente de pouvoir présenter Valérie. On l'avait déjà vu, mais il y a quelques années. Fait que Mhm. où est la recette? La recette est sur le site de Jean-Yves. Puis, on En l'avait fait, mis. je l'ai mis, je crois, sur mes pages, ma page Instagram, là. Je suis pourri en médias sociaux, mais elle devrait être là. Les deux recettes sont là. Et sinon, sur ton site aussi. Puis hier, comment c'est passé? Est-ce que c'était ton webinaire sur le Sephora? L'as-tu fait en deux fois? Oui, en deux fois. Hier soir, c'était la deuxième partie. La première partie, c'était la problématique, les tests, comment sortir du discours de peur. Parce que, tu sais, c'est souvent le discours, tu as des os d'une vieille de 80 ans, tu vas casser en sortant de mon bureau, là. C'est un discours de peur qui ne tient pas la route. Puis là, j'expliquais tout ça. Puis dans le deuxième, mon nom Instagram, ça doit être mon nom, j'en ai dit, C'est je présume. Jean-Yves Dionne parce que c'est nous autres qui avons créé ça. C'est Je suis vraiment pas bon Jean-Yves là-dedans, moi. Dionne. J'ai trop de choses à faire, je suis pas bon là-dedans. Mm. Puis la deuxième partie d'hier soir, c'était les produits. En d'autres mots, la stratégie. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi et combien? Alors, pourquoi tel produit? Quelle dose de? Puis comment j'adapte d'une personne à l'autre? Puis on finit toujours par une période de questions. Les deux fois, il y avait des questions, puis les questions sont enregistrées, donc sont présentes pour tout le monde. Et les webinaires, tous les webinaires que Jean-Yves fait ou a fait sont disponibles. Donc, on peut y aller Absolument. n'importe quand. Donc, et ça, pour Keto Kimi, c'est sur jydionne, cette fois-ci, .com. Donc, Tu peux tout trouver ce que je fais à partir de cette page-là. Alors, j'en c'est ai ça. d'autres en arrière, mais tout est là. Même le lien pour le Facebook, si tu veux, il est quelque part là-dedans, là. OK. Et là, j'aimerais ça, je t'avais déjà dit de quoi je voulais qu'on parle aujourd'hui, mais j'aimerais ça juste qu'on revienne sur le collagène parce que, Oui. tu sais, nous, on en a parlé cette semaine, donc les gens Mhm. sont attirés, sont intrigués, se demandent pourquoi. Tu vois, Bon. mon chum, lui, il disait, le collagène, c'est pour les femmes, alors que, ben non, le collagène, c'est pas que pour la OK. peau. Partons du début. OK? Oui, Le collagène dans mon corps, c'est quoi? Le collagène, c'est la protéine principale de mon corps, c'est la protéine de structure. Je l'ai, oui, dans le derme, hein, la peau, je l'ai dans toutes mes articulations, tous les tissus de support qu'on appelle le tissu conjonctif. Donc, tout ce qui tient les muscles, tout ce qui tient les organes, le mésentère, rajoute à ça les tendons, les ligaments, c'est toutes des formes de collagène. Alors, une fois qu'on a dit ça, à chaque fois que je prends quelque chose qui va pousser le corps à en fabriquer un peu plus, ben, c'est là où j'ai une indication thérapeutique qui peut être intéressante. Donc, toutes les articulations, par ricochet, tous les tissus de support et la peau, évidemment. Donc, tu vas voir deux types d'indications dans les études cliniques, soit la peau, les rides, le vieillissement, soit les articulations, l'arthrose, la douleur.
C'est les deux voies. Mais c'est la même chose au fond, là. jydion.com. Pas juste JY, parce que peut-être que ça va vous venir ailleurs, je ne sais pas. Bon, il n'y a pas de différence d'assimilation qui soit marin ou bovin. Il est un peu différent en termes de structure. Est-ce qu'il est plus assimilable le matin et le soir? Je ne le sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'au niveau de la consommation des glucides, il y a une différence matin-soir à cause des hormones. Mais au niveau des protéines, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, l'idée, c'est que oui, les femmes vont en parler plus parce que préoccupation, rides, vieillissement, la peau qui tombe, ce qui est vrai pour tout le monde. Hein. Moi aussi, j'ai des petites bajoux là, qui me font chier quand je me regarde. Mais bon, regarde. Mais le collagène va avoir un effet. L'idée, c'est que pour expliquer comment ça marche, il faut parler d'une notion qu'on appelle le Dione. S'il vous plaît. Et Keto Kimi, je laisserai après le lien. C'est Jean-Yves Dione, D-I-O-N-N-E. Je ne suis pas cousin avec Céline. Mais alors, il faut parler d'une notion qu'on appelle le facteur limitant. Quand tu fabriques une partie de ton corps, tu as besoin de nutriments. Et ces nutriments-là, tu les prends dans ton alimentation, puis des fois, il y en a plus de l'un, puis pas assez de l'autre. Puis c'est le pas assez de l'autre qui est mon facteur limitant. J'ai beau avoir beaucoup du premier, mais s'il me manque le deuxième, je ne peux pas en faire beaucoup. Dans le cas du collagène, quand j'en donne, nutritionnellement parlant, en supplément, ben, j'arrive avec les facteurs limitants, des acides aminés que mon corps peut prendre pour faire ça. C'est pour ça qu'il en profite pour faire « Ah, je vais en faire un peu plus. » Merci. Attends, mais répète la dernière phrase que tu as dit. OK. L'idée, c'est que quand tu donnes les nutriments spécifiques pour quelque chose, ton corps les utilise à bon escient. Alors, en prenant un supplément de collagène, tu donnes plus des nutriments facteurs limitants, donc tu as tendance à en faire plus. C'est ça qu'on voit dans les études. Parfait. OK. Et là, moi, j'ai appris quelque chose aussi parce qu'il y a des gens qui nous ont demandé type 1, type 2, type 3. Et là, tu m'as dit. OK, oui, bon. Ça, c'est important. Oui. Ouais. C'est important de faire la distinction. C'est que beaucoup de compagnies vont parler de type 1, type 2. Ça réfère à deux choses. Un, le type de collagène dans mon corps est défini en fonction de la structure, c'est-à-dire à quoi il sert et où il est dans mon corps. Parce que la protéine reste la même, mais dépendant si je la tricote serrée, elle va donner un tendon. Si je la tricote plus large, ça donne le derme. Alors, c'est toujours du collagène, mais il n'a pas la même forme en trois dimensions. Mon corps est très bien fait là-dessus. Alors, les types 1, 2, 3, ben, c'est en fonction de où il est et qu'est-ce qu'il fait. Par contre, en industrie, on a aussi un type 1, 2, 3 en fonction de la façon d'hydrolyser. Est-il plus fin ou pas? Mais tout ça, c'est caduc parce qu'à la minute que tu hydrolyses ton produit, tu n'as plus de collagène. Tu as des petits morceaux. Il est en petites briques, on appelle ça des peptides. Et ça, c'était du collagène. Mais de vous raconter l'histoire de type 1, 2, 3, c'est comme vous mettre la poudre aux yeux en disant mon collagène est meilleur pour les articulations, puis le mien est meilleur pour la peau. C'est du marketing, tout ça, là. Bon, merci d'avoir clarifié ça. Merci beaucoup. Et j'aimerais juste répéter un truc par rapport au vegan, parce que tu sais que mon univers est vegan. L'univers de Jean-Yves est plutôt céto. Donc, disons omnivore. Comment? Omnivore. Omnivore, mais moins de glucides. On se rejoint dans le sens qu'on veut bien manger tous les deux et on évite les glucides. Mais moi, je ne mange pas de viande. Depuis 30 ans. OK? Et je veux faire la part des choses parce que c'est pas. Quelqu'un peut être végé probablement toute sa vie sans avoir les mêmes. Ce que moi j'ai vécu. Tu sais, donc, moi, c'est une constitution. Je suis grande, je m'entraîne. Donc, j'ai réalisé au début de l'année qu'il me manquait quelque chose et que ma peau n'était pas non plus, malgré tout ce que je mets sur ma peau avait tendance à se relâcher. Et là, quand je suis arrivée, Jean-Yves, j'ai dit, Jean-Yves, c'est quoi les crunchs dans mes genoux quand je m'entraîne? Je ne veux pas ça. Je veux continuer d'être bien dans... Et tu me dis collagène. Puis j'ai fait collagène, mais c'est où dans le règne végétal? Et ça n'existe pas. Non, ça c'est bien important de le dire. Vous allez trouver des produits qui vont vous parler de collagène végé. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on va prendre des acides aminés de synthèse ou de fermentation, peu importe, là, mais pas des protéines végétales, et on va tricoter quelque chose qui ressemble à du collagène avec les acides aminés principaux. Mais je n'ai pas toute la force de la protéine, là. Alors, proline, hydroxyproline, il y en a protéine, hydroxyproline, glycine sont mes trois principaux. Fait que c'est ça qu'on vous sac dans un pot en appelant ça du collagène végétal. C'est pas vrai, là.
OK. C'est pas vrai. C'est un spin marketing, encore une fois, pour un produit qui cherche à rentrer dans un créneau où il n'y a pas de produits végétaux pour ça. Point. Parfait. Donc, là, moi, je suis allée voir, j'ai essayé de faire un compromis parce que, Mhm. et oui, le collagène va surtout se retrouver dans la crête du coq ou dans le bœuf, dans je ne sais pas quoi, dans le bœuf. Il y a trois sources, OK? Il y a la peau de bœuf. Il y avait autrefois la peau de porc, mais kosher oblige, il n'y en a plus ou presque plus. Il y a le poulet dans certains cas, mais c'est plus des produits spécialisés. Puis il y a les résidus de l'industrie de la pêche, où on valorise un rebut qui était quelque chose comme un déchet, mais où il y a une qualité nutritionnelle. Là, on peut faire de quoi avec? Et là, il y a quelqu'un, un entrepreneur qui fait Hey, on va aller voir si on ne peut pas sortir de cette affaire-là qui ne sert à rien, parce que tu ne peux pas faire grand-chose avec à part faire un déchet. Alors, on a dit, OK, c'est un rebut, il y a-t-il quelque chose à faire? Puis, il y a un moyen de faire quelque chose qui est comme un bouillon qu'on va déshydrater. Un bouillon industriel, c'est pas un bouillon de ma cuisine, mais c'est le même principe. On va aller extraire la protéine qui est là et on a trouvé des applications. Puis, tiens-toi bien, les premières applications n'étaient pas nutritionnelles, elles étaient cosmétiques. Ah, OK? Parce que dans cette peau de collagène-là, dans cette peau de poisson-là, il y a toutes sortes d'affaires. Un exemple, le brillant, puis c'est peut-être plus vrai encore, mais autrefois, le brillant des rouges à lèvres était obtenu par les écales de poisson. eh bien, Alors, à un moment donné, quand tu es confronté à une réalité, OK, est-ce que j'ai une opportunité d'affaires? Un. Deux, est-ce que c'est bon pour quelqu'un? Et est-ce que ce quelqu'un-là va être intéressé par le produit que je fais? Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, les résidus des usines de pêche, tu augmentes pas la pêche. Tu valorises le les déchet, déchets. tu es bon pour l'environnement, tu es bon pour la personne. Tu sais, cette histoire-là existe pour les coquilles d'œufs, ça a fait la membrane coquillère pour les articulations, le NEM et compagnie. Ça existe pour le petit lait, le lactosérum. C'était un résidu de l'industrie de fromage. Puis là, on fait quoi avec? Fait qu'on s'est développé toutes sortes d'applications, dont la protéine, mais aussi des glaçages pour les pâtisseries. Il y a plein de choses qui sont sorties de là. Alors, c'est de voir qu'il y a une matière première. J'ai deux choix. Soit c'est un déchet, soit je la valorise et je fais d'autres choses avec. Voilà. Et c'est là où j'ai voulu m'adresser aux véganes en disant, moi, je veux être en santé, je veux que mes enfants soient en santé aussi, et je ne veux rien manquer, que ce soit vitamine D, collagène, pas dans, mais Mhm. là, oui, ma peau bénéficie, mais c'est davantage pour les articulations et ce n'est pas nécessaire de s'entraîner. Donc, le collagène, Absolument. c'est bon pour tout le monde. Ben, en fait, l'idée, c'est que ça reste un supplément Oui, intéressant qui a des vertus nutritionnelles indéniables. C'est clair que les débuts, les craquages d'articulation, tu les as sentis parce que tu utilises beaucoup tes articulations, donc tu as senti ça. Quelqu'un dans la même situation, mais qui ne fait pas autant d'exercice, va avoir le même bénéfice sans avoir le symptôme au départ. Mais quand le symptôme apparaît chez quelqu'un qui est sédentaire, le dommage est méchant plus loin, là. OK. OK? C'est ça la distinction, là. La prévention alimentaire est tout à fait correcte. Puis pour répondre à la question je sais pas si je me rappelle plus du nom, là, à propos des allergies. Le collagène d'origine marine, il n'est pas un fruit de mer, il vient du poisson, première chose. Deux, il est hydrolysé, il n'y a plus de protéines dedans. Donc, le risque d'allergie, il est faible. Notez que je ne dis pas zéro. Il n'est jamais zéro. Le risque est très faible, donc très rarement d'allergie parce que la protéine, à quoi on pourrait être allergique, elle a été brisée, elle a été hydrolysée. Et on est allergique à la protéine, mais dans la réalité, en trois dimensions. Alors, et à partir du moment où elle est brisée, ça devient des acides aminés. C'est Des ça? acides aminés ou des petits groupes d'acides aminés qu'on appelle des peptides, mais Peptides. c'est la même logique. Alors, le risque d'allergie est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible. Exemple, dans les formules lactées, il y a, bon, un enfant qui est allergique à la protéine bovine, on lui fait quoi? Bon, c'est sûr qu'il aurait dû être allaité, mais mettons qu'il ne l'est pas là. Bon. Alors, il existe une formule où on a pris la protéine laitière, on l'a hydrolysée à ses plus faibles composés, des acides aminés, ça goûte le... Mais au moins, l'enfant est plus allergique, puis il peut manger pareil. Les mêmes genres de formules existent pour les adultes, où on a hydrolysé tout ça, c'est une soupe d'acides aminés, il y a zéro allergie à ça. OK. OK? Et notre corps, pour pouvoir construire, par exemple, une masse musculaire, doit décortiquer la protéine. S'il prend une protéine en entier, il doit la décortiquer en acides Absolument. aminés pour pouvoir l'utiliser. C'est d'ailleurs la base de ton système digestif. Ton système digestif absorbe des composés, pas
le truc au complet. Tu n'absorbes pas les épinards. Tu vas absorber certains glucides, tu vas absorber certaines protéines, certains minéraux, et tu as des transporteurs spécifiques. Puis quand on parle de protéines, rarement ce sera toute la protéine. Ça existe, bon, les enzymes, ça passe, mais en gros, tu as des enzymes dans ton corps, pepsine, trypsine, tu peux mettre un paquet de noms, là, qui vont dégrader ta protéine, la couper en morceaux. Puis chacun a un job bien spécifique. Moi, je coupe là, toi, tu coupes là, puis on ne fait pas le même job. Et rendu plus loin dans l'intestin, là, tu as des transporteurs. Oh, ça, j'aime ça. Poup, le prends. Puis l'amène plus loin. Hop, je le prends. Et ça, c'est la façon d'absorber des nutriments. J'absorbe pas, je digère des aliments et j'absorbe des nutriments. Alors, c'est bien important de faire la distinction. Ton système digestif a un rôle hyper important en commençant par là. Hein? Mastication, la salive, tout ça, c'est important. Il y a tout un processus qui fait en sorte que rendu là où je peux absorber, ça a tout été fragmenté et là, je peux absorber ce dont j'ai besoin. Est-ce que donc, quand on a un collagène qui est déjà comme séparé, qui est déjà décortiqué, est-ce que c'est plus assimilable? La réponse, c'est je le crois, je pense que oui, mais je n'ai pas une preuve en béton armé. Au sens où, excusez, il est vrai que le collagène, dans la vraie vie, là, au niveau alimentaire, c'est de la gélatine. Alors, tu fais un bouillon de n'importe quoi, tu le mets au frigo, il devient gélatineux, tu as extrait le collagène du bœuf, du porc, du poisson, de ce que tu voudras. Bon, ceci étant dit, une fois qu'on a fait ça, c'est de la gélatine, une grosse protéine globulaire. Dans mon corps, c'est un grand fil, puis là, whoop, elle fait une boule. Il y a des gens qui disent « Ouais, c'est difficile à assimiler. » J'ai pas la preuve de ce bout-là parce que je pense que mon corps est bien fait pour aller le chercher. Ceci étant dit, une fois qu'elle est coupée en petits morceaux, c'est clair qu'elle est plus absorbée. Pour ce qui est de savoir si ça marche sur la perméabilité intestinale, je ne le sais pas. Le bouillon, je sais que ça aide, mais le collagène comme tel, je ne le sais pas. Et si, parce que tu m'avais dit ça aussi, si on veut faire un bouillon d'os, par exemple, pour aller chercher le collagène, c'est sur une longue période de temps. Là. On ne fait pas un bouillon en 2 heures. Ah, c'est pas 20 minutes, là, c'est 12 heures, 24 heures. Il y a plusieurs techniques. Oui, vas-y. La première chose, c'est que de plus en plus, on va recommander de mettre du vinaigre dans ta préparation, vinaigre de cidre parce qu'il goûte moins que les autres, et on en met un petit peu. Ça change le pH, ça rend ça un petit peu acide, et là, tu vas aller dissoudre, extraire plus de l'os, les minéraux, des différents tissus, plus de collagène, ton bouillon va être plus nutritif. Et ça, c'est la façon de le faire. Maintenant, pour le type de cuisson, il y a toutes sortes, vous allez voir toutes sortes d'affaires sur le web. Et souvent, on parle de 12 à 24 heures de cuisson. Il faut savoir que ces temps de cuisson-là sont historiques au sens où, à l'époque, quand tu avais le poêle à bois qui était chaud, tu mettais ton affaire là, puis c'était chaud tout le temps. Chez les paysans autrefois, tu rentrais, puis la bouilloire était toujours prête parce que c'était toujours chaud. On ne peut plus faire ça de nos jours. Moi, j'ai une technique un petit peu radine. Hein? Je suis un petit peu radin, j'aime pas dépenser. Qu'est-ce que je fais? Après souper, je prends ma carcasse de poulet, mets ça dans la chaudronne, mets de l'eau, mets mes aromates, feuilles de laurier, un petit peu de vinaigre, du sel, je pars ça, bouillon, whoop, on met ça à réduire, tout à feu très très doux, pendant 2 heures, 3 heures, off. Je laisse ça toute la nuit. Et là, il va refroidir, il est à l'abri, il est stérile, il ne fermentera pas. Et le matin, je pars un autre bouillon. Puis là, je laisse se réduire un petit peu, 1 heure, j'arrête. Puis quand ça convient, j'en fais un troisième à l'heure du dîner. Puis quand il est rendu tiède, là, je le coule. Ce qui fait que j'ai fait mon 12 heures, mais je n'ai pas mis le feu à 12 heures. Parce que ça, énergétiquement parlant, ça coûte cher. Soit en sous, soit en écologie. Et là, ta chaudronne, parce que tu as vraiment dit chaudronne. Absolument. Une marmite, là. Tu mets un couvercle sur ta chaudronne. Ah oui, toujours. Ça reste couvert. Que ce soit la mijoteuse, si vous voulez, tout à fait. Au niveau du presto, je sais qu'il y a des gens qui le font avec ça. Moi, je ne suis pas un fan. J'aime la notion de durée là-dedans. Je ne peux pas vous prouver qu'un est meilleur que l'autre, mais il me semble qu'instinctivement, le fait que ça prenne du temps à cuire, à sortir ses affaires, il me semble que ça va être meilleur. OK. Donc, la nuit, tu laisses ta chaudronne, ça me fait sourire, sur le poêle, avec un couvercle, pas de feu, et tu vas te coucher et il n'y a pas de bébête qui se développe là-dedans. Là. Pas du tout, parce que, c'est brûlant. Tu l'as stérilisé pendant les 2-3 heures que ça a bouilli. Fait que, oublie tout le reste, c'est stérile. Puis ton couvercle est là. Puis même si tu as un couvercle avec un petit trou, il n'y a rien qui va rentrer là. Puis le matin, tu le repars.
OK. Il fait un autre bouillon, tu le descends, puis comme ça, tu vas chercher toute la solution que tu peux aller chercher, la dissolution, puis ton bouillon est super nutritif, tu le coules, tu sacs au frigo, tu fais bien ce que tu veux avec après. Donc, ça, c'est un beau collagène pour les cétos, par exemple. Et pour ceux qui sont véganes, le collagène vegan n'existe pas. Non. C'est du marketing ou c'est un mythe ou peu importe. Mhm. On essaie de reconstruire, on essaie de s'approcher. C'est comme la vitamine D2 versus la D3, de ce que je comprends. Bon, la D2, chimiquement, n'est pas tout à fait la même. C'est pour ça qu'on l'appelle toujours, là, ergocalciférol. Ergo, c'est travail, comme, tu sais, ergothérapie. Alors, j'ai besoin de travailler beaucoup plus fort pour l'utiliser. Je ne transformerai jamais la D2 en D3. Je ne suis pas capable de faire ça. Mais je vais prendre la D2, puis je vais l'utiliser comme la D3. Mais elle est moins efficace, à peu près 30% de l'efficacité, un tiers de l'autre. Puis je l'élimine beaucoup plus vite. Ce qui fait qu'à un moment donné, ouais, c'est un pis-aller. Mais la D3, c'est celle que je fabrique au soleil, c'est celle que je peux utiliser dans les suppléments qu'on va fabriquer à partir d'une molécule qui est très, très proche, voire la même molécule dans l'anoline de mouton, qui est encore là. C'est un résidu de l'industrie de la laine. Tu sais, on n'abat pas d'animaux pour ça, on va tondre les moutons. Puis la laine, il faut la laver parce qu'elle est huileuse, puis elle se met à sentir le... Alors, Et il c'est faut la dans laver. l'huile. C'est dans l'huile. C'est dans le OK. sébum du mouton. La Wow. lanoline, c'est le sébum du mouton. C'est la graisse qui protège sa fourrure naturellement. Sauf que je ne peux pas garder cette laine-là cette huile-là sur la laine parce qu'elle se met à rancir. Puis ça sent trois petits points. Donc, on la lave, on la OK. carde avant de la filer. Et là, on obtient une espèce de pâte qui est de la lanoline qu'on va purifier, qui peut même s'acheter telle quelle en pharmacie dans un gros pot qui ressemble à de la vaseline. OK. Parfait. Donc, OK, juste pour résumer, puis quelqu'un posait la question pour et si on pouvait donner des suppléments comme des vitamines, multivitamines à des enfants. Donc, un enfant, c'est à partir de 4 ans, si je me souviens bien. Bon, écoutez, là, ça dépend du produit. Avant de répondre à cette question-là, on va vérifier une chose. Santé Canada est hyper strict là-dessus. Les âges, on ne peut pas mettre un produit en marché pour une catégorie d'âge si je ne peux pas à tout le moins montrer que c'est sécuritaire. Donc, une multivitamine qui est conçue pour un enfant de 2 ans montant, c'est marqué dessus. Fait en partant, ça nous donne une forme de sécurité. Je ne dirais pas, on va prendre la multivitamine super haut de gamme de telle compagnie, puis donne-en juste moins à ton enfant. Je ne suis pas à l'aise. Puis en termes de multivitamines et de différents suppléments pour les enfants, faites attention parce qu'un enfant, ce n'est pas un petit adulte. C'est différent. Ça métabolise pas de la même façon, c'est en croissance, son tissu n'est pas le même, les perméabilités des différentes sphères de son corps, le cerveau, la peau ne sont pas les mêmes. Les organes, Alors, comme le foie, il est pas. À quel âge à quel âge un enfant devient constitué comme un adulte? bon, c'est assez difficile de répondre précisément à ta question. C'est quelque part durant l'adolescence, on va le considérer comme un adulte. OK. Alors, c'est habituellement après la puberté, OK. où là, on est rendu, c'est fait. Par contre, en termes métaboliques, nous grandissons, on mature jusqu'autour de 25 ans. Exemple, l'effet du cannabis n'est pas le même avant 25 ans qu'après 25 ans. Il y a des changements dans la structure du cerveau. Puis si tu parles à oui, l'effet bof. Les jeunes qui, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui dit qu'on doit légaliser. J'ai dit ça dans les années 90. Puis je suis pas d'accord d'avoir limité que la SQDC ait mis 25 ans parce que le problème, c'est que les jeunes vont en consommer pareil dans le marché noir. Fait que Ouais. ça, c'est un autre domaine. Ouais. Mais on sait qu'en bas de 25 ans, il y a une altération de la structure du cerveau et ça fait des jeunes qui sont bofs. Ils n'ont pas de drive, ils n'ont pas d'intérêt, ils sont comme amorphes. Puis ça, c'est structurel. Alors, il y a tout un débat là. Puis pour finir l'histoire de croissance, si tu parles à un neuroscientiste comment il s'appelle, il va dire que le cerveau grandit jusqu'à 40 ans. Alors, la notion de à quel âge on est un adulte, c'est un peu difficile. Bon, ben, je vais juste répondre à Sol Chevalier. Nos vitamines croquables sont pour les enfants à partir de 4 ans. On a l'homologation justement de Santé Canada, alors c'est ça. vitamine D et tout ça. Donc, à partir de 4 ans, sans problème.
Et pour revenir au collagène, donc, on n'est pas obligé de s'entraîner, mais quelqu'un qui s'entraîne, ça peut aider les articulations. Est-ce qu'à un certain âge, on manque de... Est-ce que notre collagène s'atténue? Tu sais, il y a certaines composantes, comme les acides gras essentiels sur la peau, vers 25-30 ans, oups, on commence à en manquer, tu sais, avec les céramides commencent à laisser l'eau s'évaporer. Bon, là, tu abordes la notion du vieillissement. Alors, je vais refaire mon idée, là. Tu grandis jusqu'autour de 25 ans. De 25 à 35, c'est à peu près un plateau. Puis à 35, on commence à vieillir. D'où ma phrase, oui, ça commence aussi jeune que ça. Si. Ma phrase qui dit à qui veut l'entendre, après 40 ans, il faut être plus intelligent. Tu peux faire les mêmes affaires, mais il faut le savoir, parce que tu ne guéris pas de la même façon. Ta récupération n'est pas la même. Tu récupères, juste pas de la même façon. Alors, ce que tu as dit, c'est tout à fait vrai. Quelque part dans la vingtaine, 25 ans, ton corps commence à changer d'attitude. Il n'est plus, je suis d'une énergie débordante. Tu le vois d'ailleurs, le plus bel exemple, c'est les jeunes qui sortent de l'université. Il y a un mode de vie actif à l'université. On se promène en vélo, on fait ci, on fait ça, on étudie, on bouge, on est en party. Puis à un moment donné, paf, on trouve un job 9 à 5. Là, tu vois tous les corps qui changent. Sauf exception, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui continuent à faire de l'activité physique, ce que moi, j'ai continué toute ma vie. Moi, j'ai été un des premiers à faire du vélo 12 mois par année pour aller travailler, là, dans les années 90. C'est pour ça que j'étais un petit peu bizarre, je t'avance tout le monde. Mais l'idée, c'est que si tu continues pas ça, l'activité physique, d'habitude de vie, je ne parle pas d'être au gym, là, je parle de bouger, ton corps change dès l'âge de 25 ans. Tu vois, les gars commencent à faire de la bédaine, les filles commencent à faire du derrière. Tu fais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils se sont assis. C'est tout. Mais tu t'assois à l'école, ça paraît pas. Parce que, veux pas, tu bouges, tu fais ci, tu fais ça, tu changes. Mais quand tu es assis, tu sais, devant ton ordinateur, il faut considérer le reste de ta vie. Donc, c'est vrai. Alors, pour ta question, est-ce qu'au niveau du collagène, la réponse, c'est aussi. Okay. Parce que oui, le cartilage de tes articulations va avoir tendance à s'amenuiser. La lubrification, l'acide hyaluronique dont on a déjà parlé, a tendance à réduire. Les chairs vont avoir tendance à tomber. La gravité gagne la guerre. Par contre, c'est pas une fatalité. Je reviens avec ma petite phrase un petit peu cliché. Tu as juste à être plus intelligent. Tu sais, moi, là, c'est pas 40 que j'ai, c'est 60. Est-ce que j'ai l'air d'un vieux de 60 qui a de la misère à marcher? Non. Pourquoi? Je fais ce qu'il faut. C'est ça l'idée. Tu l'as dit, walk the talk, les babines qui suivent, enfin les bottines qui suivent les babines, c'est ce que je fais. Et tu prends, et pour la question des suppléments, pour moi, les suppléments, c'est devenu une alimentation. Ça fait partie, ça complète mon alimentation. Absolument. Et je n'ai jamais fait ça de ma vie. Pour moi, je mangeais super bien. Fait que j'avais pas besoin de suppléments. Et là, oups, je vous ai entendu, tu sais, toi, docteur Brouillard, tu sais, puis je vous posais tout le temps des questions. Depuis 6 ans, 7 ans que je vous pose des questions, puis vous prenez des suppléments. Ben oui, écoute, je vais te aller dans ce sens-là. Puis oui, les neurosciences parlent du cerveau qui mature à 45 ans. Tout à fait, j'ai dit 40, là, mais Monge, son prénom, c'est... Anyway, un gars que j'ai rencontré qui est un spécialiste en neurosciences, puis c'est ça, il dit, ben, le cerveau, il continue à maturer, là, puis il change tout le temps de ta vie. Il y a quelque chose qu'on a appris quelque part dans les années 90-2000, c'est que ce que moi j'ai appris à l'école, on naît avec une quantité de neurones, puis on en perd graduellement tout le temps de notre vie jusqu'à la fin. C'est pas vrai. Il y a la capacité de croître à tout âge. Wow. Je peux faire des nouveaux neurones. Je sécrète, entre autres, une molécule qu'on appelle le BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. C'est une des substances que mon corps utilise pour dire « Hey, tu as besoin de réparer telle place, fais donc un nouveau neurone. » Puis là, il y en a qui se créent au milieu du cerveau qui migre vers la bonne place. Fait que ça existe, ça. Alors oui, on peut s'entretenir de toutes les parties du corps. Est-ce que ça veut dire que je vais mourir plus vieux? Je ne le sais pas. Mais est-ce que je peux être en santé jusqu'au bout? Oui. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Bon. Et pour ton webinaire sur les suppléments, ce que toi tu prends et pourquoi, c'est aussi... Bon. C'est sur ma plateforme. Ça s'appelle « Quel produit naturel choisir ?» J'aurais peut-être dû marquer les produits naturels selon Jean-Yves. Mais c'est que il y a beaucoup de gens qui s'en reportent contre cette notion-là des produits naturels, des vitamines. C'est de la merde, t'en as pas besoin. Si tu manges bien, tu n'as pas besoin de vitamines. Ouais, commençons par le début. C'est quoi bien manger?
Ah ah, Parce qu'on est tellement confronté à toutes sortes d'écoles de pensée. oui, J'ose en donner une qui a oui. eu sa vague de popularité, puis qui est en déclin maintenant, puis j'en suis très content, c'est le crudivorisme. OK? Parce que c'est très, très, très restrictif. Et malgré les thèses, puis que tu sois capable d'être crudivore en Floride, à l'Institut Hippocrate, bravo, OK? Mais ces gens-là prennent aussi énormément de suppléments. Mais ici, au mois de janvier à -30, tu es aussi bien de t'atteler de bonheur pour manger juste du cru. C'est sûr. La médecine chinoise, le Tao, nous parle de manger en fonction de la saison. Moi, je trouve ça plus logique et physiologique. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme, c'est bien de manger des aliments non transformés, la notion d'énergie vitale, tout à fait d'accord, même si je ne peux pas embarquer dans tout ce discours-là, mais à un moment donné, tu fais comme, peux-tu vivre aujourd'hui dans le vrai monde et ne pas tomber sur une autre planète avec une restriction qui est totalement idéologique? J'embarque pas là. Alors, c'est là où c'est quoi bien manger? Ben, je Pour moi, pense que tu le dis, de s'éloigner du transformé. Je ça, pense c'est le qu'à la début. base, c'est ça. Oui. On mange Mais tellement de sucre aujourd'hui, sous toutes ces oui. formes, pain, riz blanc, tu sais, de s'éloigner de ça aussi, des glucides. Tu sais, on l'a appris avec toi. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Gaël. Oui, c'est moi qui le Oh! dis, je m'assume jusqu'au bout, puis ceux qui ne sont Et pas contents, qui me parlent. de miser sur des bons gras. Et là, est-ce qu'on peut manger trop de gras? Tu sais, moi, je regarde mon fils, tu sais, j'ai trois enfants, les trois sont différents. Il y en a un, il y a 5 ans, Mhm. il n'a pas encore mangé de viande, on lui en propose, ni de poisson, il en propose souvent, à chaque fois qu'il y en a dans les assiettes des grands. Moi, je suis végé. Mais mes enfants, non, ils m'ont comme, ben oui, il y en a un que oui. Mais il y en a un autre, il mange de la viande, que de la viande et du gras, le gras de la viande. Puis là, je dis crime, je dis, t'es céto. Charles, t'es céto. T'es vraiment, tu sais, je dis, hey, il est comme ça. Je vais lui donner, tu sais, quelques suppléments, ben, tu sais, des super aliments, là, mon complet, là, parce qu'il ne mange pas de légumes, il n'est pas capable. Tu sais, fait que au moins, je m'assure de ça. Mais est-ce qu'on peut manger trop de gras? Parce qu'aujourd'hui, on n'en mange pas beaucoup de gras. Ça a été comme banni de l'alimentation Mhm. au profit du Non, puis sucre. il y a encore des tenants de l'alimentation faible en gras qui tiennent le fort et puis qui ont souvent des propos, merci Ketokimi. L'idée, c'est que encore là, physiologiquement, mon corps a besoin de gras. C'est pas compliqué. J'ai besoin d'oméga 3, d'oméga 6, c'est des acides gras essentiels, au même titre qu'une vitamine est essentielle. Et on a comme décidé à un moment donné que c'était dangereux, puis que les gras saturés allaient nous tuer, ce qui est complètement farfelu. Et manger trop de gras, oui, c'est possible, comme manger trop de n'importe quoi, c'est possible. L'idée, c'est que c'est beaucoup plus difficile parce que mon corps arrive à satiété plus vite. Mhm. Mais tu vas voir des gens, surtout des gens qui ont surplus de poids, décident de s'embarquer dans le céto, font tout le super, puis là tu regardes, ils maigrissent pas. Bon, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on ne peut pas maigrir. Entre autres, une femme ménopausée va enclencher son métabolisme plus lentement qu'un gars. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils nous regardent, font maudit mal, tu maigris plus vite que moi. C'est classique. Mais au-delà de ça, on peut manger trop de gras. Parce que j'ai été habitué dans ma vie à ne pas entendre mes signaux de la satiété, Mhm. principalement dû à un problème qu'on appelle la résistance à l'insuline. C'est pour ça que manger plus gras, sans tomber dans le céto strict, manger plus gras me reconnecte à la satiété. Mais chez certaines personnes, elle n'est pas là, là. Fait que c'est là où il faut faire un effort encore là, je reviens avec mon mot intelligence. Il faut utiliser son intelligence pour déjouer ce piège-là dans lequel on est. Mais oui, c'est possible de manger trop de gras. C'est plus OK. difficile, mais c'est possible. Donc, dans l'assiette, tu sais, toi, tu dis combien de protéines, combien de gras et combien de. Une assiette selon Jean-Yves, là. Bon, une assiette selon Jean-Yves, on va y aller avec le début qui est vrai pour toutes les écoles de pensée. Et puis c'est là où je suis en porte-à-faux avec beaucoup de monde, mais ça reste que physiologiquement, c'est moi qui ai raison. Une assiette, c'est d'abord, excusez, c'est d'abord une source de protéines. OK? Puis souvent, on se fait dire on mange trop de protéines, on mange trop de protéines, ce qui est basé sur du vent. Parce que si tu regardes des recherches, entre autres dans ma population, là, 60 ans et plus, les gens mangent pas assez de protéines, puis se ramassent en fonte musculaire, puis en problème d'équilibre, puis en douleur articulaire, puis tout ce que tu voudras. Ça a été même montré ici même à McGill. Le Et collagène, c'est une protéine. c'est une Collagène protéine, pur absolument. égale protéine pure. Tu sais, ouais. Est-ce que. Est-ce qu'on est... Bon, OK. Ah, est-ce que je veux aller là, toi?
Disons qu'on est descendu de l'arbre il y a 2,5 millions d'années. Commençons par là. Nous sommes devenus le prédateur le plus efficace de la planète, un petit peu absurdement, mais c'est vrai pareil. On a causé l'élimination d'énormément d'animaux avant même d'être civilisés, là. On est très efficace et physiologiquement, on va y aller là. Nous ne sommes pas des végétariens. On peut intellectuellement aller là, si, puis comme je dis, manger végé, ça se fait, mais c'est beaucoup plus difficile. Mais physiologiquement, mais c'est vrai que mes canines ne sont pas proéminentes comme celles du loup. Il y a des primates qui ont des canines plus fortes que les nôtres. Fine. Mais mes molaires sont pointues. Ils ne sont pas plates comme les végétariens, comme les animaux végétariens. Continuons. Mon estomac est beaucoup plus acide que tous les autres primates. Il est aussi acide que les charognards. Plus acide que les carnivores. Il faut le faire. Là. Probablement parce que dans mon 2,5 millions d'années, depuis le moment où je descends de l'arbre, j'ai dû être un charognard quelque part. Ah, OK. Continuons la logique. Donc, mon estomac est beaucoup plus acide. Mon intestin grêle, celui qui a comme fonction d'absorber les protéines et de terminer la digestion, d'absorber tout, finalement, il est 1,5 fois plus long en proportion que tous les autres primates. Parce qu'il est fait pour absorber plus rapidement. Mon gros intestin, mon côlon, est beaucoup plus petit que celui de tous les autres primates parce que je n'ai pas complètement la fonction de fermentation que tous les végétariens du monde animal ont. Alors que ce soit les estomacs de la vache, le côlon surdimensionné du gorille ou du cheval ou même celui du koala, si tu veux, ils ont un organe de fermentation qui sert à quoi? Il y a un microbiote particulier qui va fermenter les celluloses, je dis les celluloses, les aliments que moi je ne digère pas, pour en retirer des acides gras, des acides aminés, toutes sortes de choses que les bactéries vont fabriquer. Je n'ai pas ça. J'ai un côlon, il est encore là, mais par exemple, chez le koala, l'organe de fermentation, c'est pas tant le côlon comme l'appendice ou l'équivalent de l'appendice qui chez nous est atrophié. Lui, c'est une grosse maudite affaire qui tourne dans son intestin où les affaires rentrent là, fermentent, puis ressortent plus tard. Alors, physiologiquement, on est des omnivores. Mais on a cette capacité-là d'aller plus vite en termes de digestion, comme les carnivores vont faire, qui vont manger une fois de temps en temps, puis après ça, ils se reposent. Tu sais, le lion, la lionne, ils ne mangent pas 3 fois par jour, eux autres là. Fait qu'on est quelque part entre les deux, là. Fait que oui, on est des primates, mais tellement loin physiologiquement de ceux qui sont les bonobos, les grands singes et compagnie. On n'est plus là, là. Alors, c'est trop facile de faire ce pont-là. En tout cas, voilà. C'est difficile parce que moi aussi, j'ai entendu complètement l'opposé. Parce qu'il y en a qui sont, tu sais, c'est difficile de se positionner puis de trouver la vérité dans tout ce qu'on entend. Bienvenue en science. Hein? C'est qu'en science, mais surtout en nutrition, tu as quelques faits, tu as beaucoup d'opinions et tu as des dogmes. Tu sais, il y a bien des trucs qu'il faut faire. Pourquoi? C'est basé sur quoi, là? Ah oui, les végétariens sont en meilleure santé. Ah oui, où ça? Le rapport Campbell, c'est pas vérifié. Tu sais, il y en a plein d'affaires où tu fais comme, on prend ce qui plaît à nos propres préjugés. Puis je suis humain aussi, là. Hein? Alors, c'est toute la notion de se réconforter par quelque chose qui est conforme à ce que je crois. Puis tu le vois, puis en nutrition, c'est l'horreur parce que c'est presque juste ça. Ouais. Et c'est rare les gens qui sortent de ça et font « Attends une minute, on va re-questionner la théorie. » Parce que la théorie, elle ne marche pas. Voilà. Et c'est vraiment difficile. Je connais quelqu'un, par exemple, qui a vraiment lu le rapport Campbell puis qui s'est fié là-dessus et qui a eu des beaux changements aussi sur... Tu sais, je pense qu'il faut y aller aussi avec notre propre expérience. Moi, je ne suis pas attirée par la viande, je ne l'ai jamais été. Tu sais, mais il faut que tu compenses. Tu sais, il faut que tu compenses, oui, tu l'as dit toi-même, parce que ton apport en protéines n'est peut-être pas suffisant, tu en as eu des conséquences. C'est là où on peut faire ça. Oui. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de c'est quoi bien manger. Il faut sortir des écoles, il faut avoir des principes d'accord, mais il faut surtout écouter son corps. Si ton corps te dit, je mange comme ça depuis tant d'années, mais merde, je me sens de moins en moins bien, mon énergie vitale diminue, pose-toi des questions. Ça peut être des intolérances, ça peut être des proportions, ça peut être plein d'affaires. Tu sais? Fait que, ben, moi, c'est ça. J'ai senti, tu sais, puis je vous l'ai dit, et je ne l'ai pas caché parce que quand je t'ai parlé de mes articulations, puis tu as parlé de collagène, puis là, j'ai fait c'est où dans le règne végétal, tu as dit il n'y en a pas. Là, j'ai fait OK. Il me manque quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça va être la même chose pour tous les végés.
Ça ne veut pas dire que les VG vont manquer nécessairement de quelque chose. C'est-à-dire, moi, il me manquait de quelque chose. Et tu l'as dit, des grandes, peut-être des personnes un peu plus grandes, un peu plus, tu sais, ça dépend Ben, de notre chacune. tu sais, en ce moment-là, dans notre société, il est mal vu de parler d'homéopathie. Oui, Parce que tu as de raison. Mais il y a quand même dans ces philosophies-là, dans ces façons d'approcher le monde, parce que c'est beaucoup plus que juste un granule. Là. Il y a vraiment tout un contexte en arrière. Et on a divisé les gens en types, en constitutions. Alors, les grands minces comme toi, là, c'est des phosphoriques. Ce sont donc des gens qui ont tendance à brûler plus vite que l'autre qui est carré, qui a l'air d'un frigo. Naturellement, il est bâti même, c'est un carbonique. Alors, lui, il est comme solide. Par contre, si lui, il casse, là, il ne se relève pas. La phosphorique, elle casse, elle plie, elle fatigue, elle s'épuise, hop, elle revient. On a tous des modus operandi qui sont les nôtres. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut sortir de c'est bon pour tout le monde. Non. Tu sais, il y a une compréhension, il y a une sagesse, oui, tu sais, mais il y a une façon de comprendre qui est fondamentalement colorée par qu'est-ce que ça fait pour moi. Puis, tu sais, Exactement. alors, si vous gonflez au niveau du ventre, c'est qu'il y a quelque chose qui fermente. Fait que allez voir dans ce que vous mangez. Peut-être que c'est les fibres. Peut-être que c'est d'autres choses. Ça dépend quand ça arrive dans le moment de la journée. Donc, moi, c'est justement pour mon type d'alimentation, c'est de miser sur quelque chose qui est digeste et rentable, qui va me donner de l'énergie, Oui, je sais, tu qui va répètes bien, ça, qui mais va bien. digeste pour toi, c'est pas digeste pour un autre. Absolument, absolument. Mais il doit y avoir quand même des familles qui se digèrent mieux. Tu sais, dans le non transformé se digère mieux que le transformé. On est-tu d'accord là-dessus? Je suis pas sûr que je ferais la différence sur la digestibilité, mais oui, OK, pour la Ben, santé, là, la bouffe de dépanneur, elle devrait rester au dépanneur. quelque chose, tu sais, moi, ma logique, c'est que notre système va reconnaître quelque chose qui n'est pas transformé. Et quelque chose qui est transformé, il va avoir plus de difficultés à aller à reconnaître c'est quoi et à faire avec. Non? Oui, oui, OK. En général, oui, tu as raison. J'accroche sur des détails de ça, là. Mais oui, surtout si tu définis le transformé comme ayant des ingrédients qui ne sont pas naturels. Des additifs, des couleurs, des choses comme ça, où là, tu as tout à fait raison, parce qu'ils vont faire un paquet de changements métaboliques dans ton corps qu'on commence à peine à comprendre. Tu sais, Parfait. OK, super. Et pourquoi quelqu'un va s'endormir après un repas? C'est règle générale, c'est de la résistance à l'insuline. Regarde la quantité de glucides que tu as mangé. C'est pas ah, nécessairement ça. Ça peut être aussi parce qu'il est trop calorique pour ce moment-là et ton système digestif dit hey, arrête le reste, j'ai besoin d'aide. Puis le système digestif étant associé au parasympathique qui lui est associé à la détente, s'il tire toute l'énergie, tout le reste du corps, j'ai pas le goût de faire grand-chose. et quelqu'un, justement, qui ne mange pas de glucides. Tu sais, que c'est pas de la résistance à l'insuline, ça peut pas être ça. Donc, ça serait plus ce que C'est ta deuxième. vérifier l'apport en calories, là. Il y a quelque chose de trop dans ce qu'il mange. OK, OK, Ou peut-être qu'il ne parfait. dort pas assez aussi. Là. Ça peut être d'autres choses. OK. Moi, j'avais envie, puis c'est sûr que j'avais envie qu'on parle de plein Ton d'affaires. sujet, c'était les huiles essentielles. Il y avait les huiles essentielles, il y avait la peau, il y avait les bons déjeuners, mais parce qu'il nous reste 15 minutes. Je veux juste dire, parce que tout est quand même adressé dans ce livre, j'aime ça le rappeler parce que c'est un livre que tout le monde aime et que tout le monde apprécie et tout y est traité. Jean-Yves est pharmacien, mais aussi et tellement plus. Tu ouvert à tout. Et ce livre, Je suis un être humain, disons. Mais ça de même. oui, mais tu es aussi herboriste, tu es aussi, tu sais, Je suis un mille pattes. donc, et ce livre, vous le trouvez sur notre site. Et donc, Mhm. maisonjacinthe.ca, vous allez avoir le livre. Et pour toutes les autres informations, vous allez sur le site de Jean-Yves Dionne. Mais j'ai rencontré, tu me mets en contact avec des personnes bien intéressantes, dont Sylvie, qui est avocate, et qui me Mhm. dit, je l'ai rencontrée cette semaine parce qu'elle est aussi notre consultante juridique par rapport à tout ce qui se passe, mais on était déjà à la bonne place. C'est quoi On le m'a demandé titre le du livre? titre. Fait Bon que voilà, tu stress, l'as. bad stress. Excusez, c'était à l'envers. Il faudrait que je mette la caméra de l'autre bord. Mais bon, qu'est-ce que c'est comme ça. Euh, Alors oui, Sylvie. bon stress, bad stress. Sylvie me dit, Jacinthe, demande à Jean-Yves l'histoire des pharmacies. Comment? Parce qu'on en venait à parler de qu'est-ce qui s'est passé au Québec pour que tout soit compartimenté. Tu sais, on ne Ah! peut pas parler d'alimentation, c'est réservé aux diététistes. On ne peut pas parler de ci, c'est réservé aux médecins. On ne peut pas parler de ci, c'est réservé aux... Donc, on dit, j'ai dit à Sylvie, je dis, mais de quoi je peux parler?
si tout est réservé et à Mhm. des ordres, tu sais, et c'est les ordres après ça, ils nous approchent, non, ça, vous pouvez pas. Et là, j'ai dit, mais voyons donc, il y a comme, moi, je veux parler d'un style de vie. Donc, dans le style de vie, il y a de tout. Il y a de Mhm. l'alimentation, il y a des suppléments, il y a des qui sont homologués. Est-ce que j'ai le droit de prendre mon supplément puis de lire ce qui est écrit derrière ou c'est réservé aux pharmaciens? Et là, elle dit, demande à Jean-Yves d'expliquer l'histoire de la pharmacie, OK. comment l'ancienne pharmacie, c'était des produits naturels. OK. Alors, écoute, on va essayer de faire ça simple. Euh, OK. Je vais te mettre des jalons dans l'histoire. OK? On commence d'aujourd'hui, puis on s'en va des années 70. Début des années 70, c'est la création par le gouvernement du Québec de l'Office des professions et des ordres professionnels, qui ont un mandat. OK? Pas de défendre une idéologie ou un droit. Non, non, ils sont là pour protéger le public. C'est le mandat de Ah, base. attends, moi, je OK? pensais, écoute, ça, c'est beau, mais dans les faits, est-ce que c'est Je, vraiment ça je ou... suis dans les années 70, là, OK? OK, Il y parfait. a, il y a une dérive idéologique qui s'est OK. passée quelque part dans les années Parce 90 que où moi, il y a une guéguerre politique qui s'est passée hum, où moi j'ai le droit de faire ça, toi tu n'as pas le droit de faire ça, puis moi je vais faire ça, je vais être payé pour le faire, toi tu n'as pas le droit de... Bon, là, on voit l'absurdité de cette chose-là 20, 30 ans plus tard, où tout le monde va s'arroger un droit, puis tu fais comme, mais dans la loi, il n'est pas là ton droit. Vous vous êtes arrogé cette définition-là dans vos règlements à vous, et puis vous les appliquez parce que vous avez force de loi quelque part. Ça, c'est pas correct. Bon, merci. remontons dans le temps. Attends, parce que moi, là, je suis de l'autre bord, là, puis j'ai l'impression que les ordres protègent leurs membres et non pas nécessairement. Tu comprends? C'est là où Oui, je ben trouve c'est là que... où je parle d'une dérive idéologique où on va non seulement protéger, développer le rôle des membres de ce groupe-là, mais en même temps, on va défendre une idéologie, c'est-à-dire que notre conception de cette profession-là, c'est ceci. Cela ne l'est pas. Donc, si tu pratiques ça, ce qui s'est passé avec Gaëtan, ce que moi j'ai subi aussi, mais moins fort, j'ai pas perdu, j'ai pas été attaqué, j'ai juste eu à faire des correctifs, mais ma façon de pratiquer n'est absolument pas valorisée. Parce que je ne travaille pas en pharmacie, je ne travaille pas dans la chaîne de distribution, mais je parle de substances pareilles. Puis dans la loi de la pharmacie, une substance thérapeutique, c'est super large. C'est pas juste un médicament de synthèse. Et là, il y a une différence philosophique. Mais remontons dans le temps. À l'origine, les pharmacies, moi j'aime m'appeler l'apothicaire éclectique parce que l'apothicaire, c'est l'ancêtre du pharmacien, puis l'éclectique, c'est celui qui ramasse le meilleur de chacune des thèses dominantes pour en faire quelque chose de neuf. Voilà. Alors, remontons au tournant du 20e siècle, 19 au 20e siècle. Il y a deux choses qui se passent qui vont tout changer. La première, en 1895, arrive sur le marché le premier médicament breveté. Quand on dit brevet, c'est une nouvelle invention protégée sur une durée dans le temps. Protégée. Marché protégé. Ah, on vient de tout changer la dynamique du monde pharmaceutique parce qu'on vient d'avoir l'aspirine. L'aspirine, c'est pas de l'écorce de saule. Avant, c'était de l'écorce de saule qu'on tricotait avec infusion, décoction, concentration, extrait, blablabla. Puis là, on a eu l'aspirine, qui est un dérivé acétylé, blablabla. Donc, Et ça, jusque-là, la pharmacie ou l'apothicaire proposait des produits naturels. Jusqu'à ce absolument. moment-là. Si on passait devant une vitrine d'une pharmacie jusqu'à, je dirais, les années 30, les posters promotionnels, c'est ici on vend les bons produits de Park Davis à l'époque. Et Park Davis, c'était le Natural Factors de l'époque. Il y avait un catalogue infini de toutes sortes d'affaires avec un standard de qualité, puis le pharmacien s'associait avec cette compagnie-là ou cette autre compagnie-là parce que plutôt que les faire lui-même, les faisait faire là-bas et pouvait vendre des produits qui étaient fabriqués. Ça, c'est une chose. Alors, l'arrivée de ça. Parce que des produits de synthèse, c'est antérieur à l'aspirine. Les amphétamines sont antérieures à l'aspirine. Ils ont été synthétisés au 1850 quelque chose. Alors, ça existe, mais le brevet est une nouvelle réalité. Puis c'est là où on va voir l'événement suivant, 1910, aux États-Unis et au Canada. On va voir une commission itinérante
qui va sortir un rapport en 1910, le rapport Flexner, qui va arriver à une conclusion. L'enseignement de la médecine, c'est n'importe quoi. On devrait standardiser, créer des équivalences pour qu'un médecin, c'est un médecin. C'est pas à telle école il est bon, puis à telle école je suis pas trop sûr, puis ça a pour effet positif de standardiser la formation, vrai. Ça a pour effet négatif d'enlever toutes les variations et de créer une seule médecine. Donc, tous les médecins éclectiques, ceux qui étaient très axés plantes, qui étaient très axés terroir, qui étaient en grande collaboration avec les Premières Nations, les Autochtones, sont disparus. La dernière école a fermé en 1939. Autre effet pervers, c'est que si on standardise, on a peu d'écoles qui correspondent à ça. Et donc, on a créé la médecine universitaire, on a créé la médecine blanc, homme, riche. Hey, Ça va prendre 70 ans avant de sortir de là. Pardon? J'ai envie de pleurer. Je t'écoute, là, j'ai les larmes aux yeux. Je trouve ça atroce. C'est ça. Ben, qu'est-ce que tu veux? Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux géants de notre économie qui ont vu l'opportunité là-dedans. Ces deux géants-là, c'est Rockefeller puis Carnegie. Les deux hommes les plus riches de leur époque. Alors, le rapport est commandité par Carnegie. On peut trouver le rapport Flexner en ligne. Okay? Le rapport, il est là, tel quel, photocopié, on peut le trouver en PDF. Puis la deuxième page, c'est Carnegie Foundation. Parce que Carnegie, c'est un gars de l'acier. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais Carnegie, il a créé, avec ses fondations, un paquet d'écoles pour développer l'économie américaine, pour développer le savoir. Un peu comme on essaie de faire au Québec en ce moment. Qu'est-ce qui est la force du Québec? C'est le savoir, c'est nos cerveaux. C'est pas le faire à Fermont, là. C'est qu'est-ce que je fais avec le faire. C'est nos cerveaux. Alors, ils ont fait la même affaire, mais en même temps, ils ont vu une opportunité, là. Être un marché là, monstrueux qui va se développer dans les prochaines années de cette industrie à partir de l'embryon qu'était l'aspirine. L'autre grand géant, c'est Rockefeller. Rockefeller Foundation, Rockefeller Medical Institute, il y a tout plein d'affaires où ces milliardaires-là de l'époque ont investi dans cet avenir-là sous forme d'écoles, de centres de recherche, de ci, et on a créé une industrie de la maladie. Et c'est ça qu'on vit en ce moment. Je suis désolé. C'est ça que j'enseigne dans mon cours d'histoire. Dans ton cours d'histoire? Ben oui, je donne un cours d'histoire à l'université, une histoire des produits naturels, des plantes médicinales telles qu'aujourd'hui. Puis je pars des Sumériens, si tu veux, puis des Chinois, puis des Indiens, Ben, des Égyptiens, puis je remonte jusqu'à aujourd'hui. Arrête donc. Il y a une trame là-dedans, là. Puis on a de tout temps. Puis si tu veux remonter encore plus loin, tout l'empire, le colonialisme européen, là, qui a volé littéralement des ressources de la planète pour la richesse de l'Europe, a volé un paquet d'affaires. Tu sais, prends par exemple la tomate. La tomate, c'est américain. C'est fondamentalement américain. Il n'y en avait pas ailleurs qu'en Amérique. Imagine la cuisine italienne, pas de tomate, toi. La patate, c'est américain. Alors, c'est donc les Espagnols qui l'ont pris, puis après ça, les Anglais et les Français qui l'ont pris, qui l'ont apporté en Europe, puis ça s'est développé. Et c'est un vol, littéralement, là. On appelle ça de la biopiraterie aujourd'hui, mais à l'époque, c'est le colonialisme total. Tu sais, mon père racontait qu'au Québec, mon père, ben, c'est pas Mathusalem, là, hein, il est décédé maintenant, mais bon, il a vu les bateaux anglais partir avec les bio-chains, aller en Europe, en Angleterre, où les usines transformaient les bio en bobines de fil, puis nous revendaient les bobines de fil. Et ton grand-père était pharmacien? Pas de ce côté-là. Mais oui, mon grand-père maternel était pharmacien, oui. Un homme qui s'appelait Antonin Marquis, qui a été un artisan de la carte d'assurance maladie, qui a été le fondateur de la faculté de pharmacie à Laval. Tu sais, bon, plein de choses comme ça. Moi, je suis comme un petit peu l'héritier par la fesse gauche parce qu'il y a un trou entre les deux. Moi, je suis le fils de la fille, tu sais, à l'époque. Je suis pas le fils du fils. C'est ça. Et, oui. Stéphanie a une belle définition pour Jean-Yves. Personne multidiversifiée aux connaissances sans fond.
Merci, Stéphanie. Qui lance des études comme ça. Connais bien ce cours-là d'histoire, parce qu'il y en a qui sont intéressés, est-ce que c'est un cours que tu donnes en ligne ou c'est un cours que tu donnes au Un cégep? jour, je pourrais le donner en ligne. Non, c'est un cours que je donne à l'université dans le cadre du programme de sciences biomédicales. Si ma mémoire est bonne, je le donne 2 fois. Je le donne au premier puis au deuxième cycle. Mais c'est 3 heures au travers du reste, là. Puis OK. c'est drôle parce que c'est le genre de cours qu'il faut que j'adapte en fonction du groupe qui est devant moi. Parce qu'à un moment donné, dans mon cours, je te traite européocentriste, où là, je parlais des grands courants, la médecine ayurvédique, la médecine chinoise, les Égyptiens qui montent, qui arrivent, puis qui donnent les Grecs, puis après ça, c'est les Arabes avec Avicenne, puis tout ça. Puis l'Afrique, là-dedans, bon, l'Égypte est en Afrique, mais je ne peux pas parler de la tradition africaine parce que c'est une tradition orale. Je peux parler de ce que Mmh. les Européens ont fait. Tu sais, Mmh. la griffe du diable qu'on prend comme anti-inflammatoire, c'est une plante africaine qui a été incorporée dans la pharmacopée française. Mais jamais on a donné le crédit à l'Afrique. Wow. Tu sais, c'est tout ça qu'il faut. Ben, peut-être que je vais le donner sur ma plateforme un jour, là. Ça, puis ma conférence, la brève histoire du néfaste food. Ben, ce sont des très bonnes idées. Moi, j'aimerais ça qu'on en parle un peu plus. En fait, j'aimerais ça qu'on aille fouiller dans notre histoire, dans ce qu'on peut aller. Est-ce que, tu sais, la médecine, par exemple, l'approche autochtone, est-ce que tu la connais un peu? Est-ce que c'est Un quelque peu, chose? mais pas assez pour en parler de façon connaissante, mais je vais te donner un exemple. Un exemple, plusieurs choses. Toute l'histoire qu'on revit, là, le cauchemar des pensionnats, qui est, puis là je vais être cynique un petit peu, c'est la concrétisation de la mentalité britannique de l'époque d'assimiler et d'écraser tout ce qui n'était pas britannique. Tu sais, Pierre Vallière a écrit dans les années 60 un livre, Les Nègres blancs d'Amérique, en parlant de nous autres. Mais ceci étant dit, c'est l'horreur parce que la mentalité de l'Empire, c'était de dire ou bien vous vous comportez comme un Anglais, ou bien vous n'existez pas. Ils ont fait ça ici, ils ont fait ça en Inde, ils ont fait ça en Afrique du Sud, ils ont fait ça partout où ils sont passés. Il y avait l'Empire, la puissance. Tu sais, McDonald's, qu'on déboulonne de plus en plus partout, c'était un raciste fini. Mais c'était anglais d'être comme ça. Mm. Tu sais, c'est pas, j'approuve pas. Je constate que dans l'histoire, les empires ont toujours fait ça. Tu sais, Mm. Staline a dit une phrase horrible. Un mort, c'est un drame. 10 000 morts, c'est une statistique, on passe à d'autres choses. On passe à d'autres choses, c'est moi qui le rajoute, là, mais, tu sais, anyway. Donc, dans la médecine autochtone, il y a bien des choses qui ont été perdues. Il y a bien des choses qui sont dans une façon de penser qui, pour moi, l'occidental, qui veut tout mettre en petite boîte, c'est difficile. Ça me remet en question parce qu'ils pensent pas comme moi. Ils n'ont pas tort. C'est juste à moi à m'adapter pour comprendre. Tu sais? Et je vais donner un exemple d'un produit qui nous arrive directement des Autochtones via la Nouvelle-France, qui est un produit que beaucoup de Québécois utilisent, qu'on exporte, c'est la gomme de sapin. Ah. La gomme de sapin, c'est utilisé pour toutes sortes d'affaires, notamment pour la toux, les problèmes de grippe, les sinus. À haute dose, ça devient laxatif. En pommade, ça devient un cicatrisant. Mais si tu cherches une seule étude clinique, tu n'en trouveras pas. À chaque année, je fais mon devoir d'aller chercher dans les bases. Y a-t-il quelque chose qui est sorti sur la gomme de sapin? Le mieux que j'ai eu, c'est l'analyse de l'huile essentielle d'épines de sapin. C'est pas tout à fait la même affaire. Alors, j'ai rien. Mais on pourrait le faire, Jean-Yves. Tu sais, Ben oui, Pierre, on pourrait le faire. On pourrait le faire. Le problème, c'est, puis là, tu tombes sur un des gros, gros problèmes de tout le développement de ce qu'on appelle les médecines il n'y a complémentaires pas de alternatives. brevet. Il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de budget. Si tu investis 50, 100 000 pour faire une étude qui tient la route, même si elle est petite, elle va tenir la route, elle va te coûter une fortune, tu vas obtenir des résultats, Ouais. puis n'importe qui va utiliser ton étude pour vendre son produit, tu n'en as aucun bénéfice. C'est pour ça que depuis l'arrivée du premier brevet, il y a 126 ans, on a cette dérive-là parce que qui va investir dans un marché où j'ai pas de brevet? Tu sais, c'est ça le problème, là. À suivre, à suivre. Mais Oh oui, à suivre. y a-tu de l'espoir, Jean-Yves? Est-ce que tu sens qu'avec tout ce qui est en place et les monopoles qui tentent de nous faire taire, est-ce que tu penses qu'il y a de l'espoir? Est-ce que tu sens des ouvertures à quelque part? Écoute, si
si je n'avais pas d'espoir, si je ne sentais pas quelque chose, je ne serais pas avec toi en ce moment. OK. OK, en C'est bon. partant. Il y a dans notre société, puis là, ça va faire très, très moi, mais écoutez-moi jusqu'au bout, vous allez comprendre d'où je viens. Moi, je vous l'ai dit, j'ai fait du recyclage avant tout le monde, j'ai fait partie d'une coop qui s'appelait La Luzerne, tu sais, j'ai fait plein d'affaires dans les années 80, avant tout le monde. Je faisais du compostage avant tout le monde. Pas parce que ça n'existait pas, parce que c'était pas populaire. Parce que j'ai fait du compostage, la première fois que je suis dans un camp d'été, j'ai 13 ans. On est au début des années 70. Alors, c'est vraiment il y a longtemps, longtemps. Mais, puis là, je souffre un peu d'épuisement. Mais là, en termes de santé, je suis dans les années 90. Dans les années 80, je sors de l'école, je travaille comme dépanneur un peu partout, je fais d'autres choses. C'est comme, bon, moi, je ne ferais jamais rien qu'une affaire à la fois, je fais plein d'affaires. Et là, je rencontre des pharmaciens et des thérapeutes différents. Des homéopathes, des naturopathes, des aromathérapeutes, à une époque où pas grand-chose. Tu sais. Et dans les années 90, j'ai ma pharmacie. Et là, j'essaie d'intégrer tout ça. Puis là, je vais chercher des formations plus pointues pour être encore mieux, pour équiper mon patient devant moi. Et je fais ce qu'on va maintenant appeler la santé intégrative. J'essaie de prendre, ben, tu prends des médicaments, on va faire ça, puis tu veux pas prendre de médicaments, qu'est-ce que je fais pour t'aider pareil? Alors, c'est vraiment de dire, mon patient, c'est ma priorité. Qu'est-ce que je peux faire? Mon coffre à outils est incomplet, je réfère à quelqu'un d'autre. Mon coffre à outils est utile, mais pas parfait. Bon, tu entends l'intégration puis la référence. Arrive, bon, je dérive ailleurs, je m'en vais vers d'autres choses, je vends ma pharmacie, puis je m'aperçois que dans le monde, surtout chez mes confrères, ils ont l'impression de savoir, puis ils ne savent pas. Ils ont une vision en tunnel, ce qu'on vient de déplorer à propos des ordres. Mais là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Tu as dû entendre parler de la clinique Axis, ça a fait Oui. les médias. Oui. Anne-Isabelle Dionne, pas parent, est une médecin qui pousse. Gaétan Brouillard a le même problème que moi, il était là trop tôt. Mais là, tu vois un engouement là, de thérapeutes. Hier, je parlais à une psychologue qui a développé une approche, tiens-toi bien, alimentaire via le microbiote pour aider les autistes. C'est une psychologue, Colin, OK? Moi, quand je dis ça, je me fais traiter de toutes sortes de noms. J'étais au lancement du livre de Nathalie Champoux, là, Être ou ne pas être autiste. J'ai participé à son deuxième livre. Tu sais, il y a cette notion que la santé, c'est tellement plus vaste qu'un médicament. Et qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas encore correctement, puis que ça va peut-être prendre des générations avant qu'on comprenne. Et c'est pour ça que j'arrive à un point où, moi, d'une façon un peu cynique, je dis, je regarde la sortie. Je ne suis plus dans une position de me prendre la pôle puis de me battre. Je l'ai faite. Là, je suis fatigué, je veux faire d'autres choses. Par contre, de servir d'éminence grise puis d'aider quelqu'un, je vais le faire n'importe quand. C'est là où je pense que mon rôle est le plus valable, d'être juste là. Mettre mon nom quand c'est important, donner des conseils, puis pas être présent quand c'est de faire partie de l'association professionnelle de santé intégrative qui vient de commencer, qui est dans ses balbutiements. Je suis sur le CA de cette affaire-là. L'idée, c'est qu'il y a ce mouvement qui est en opposition avec la pensée en silo, ce qu'on vient de décrire, qui est comme toi, t'es ça, t'as pas le droit d'être ça. Non, je suis d'abord un être humain, là. Une psychologue n'aurait pas le droit, selon ces CEO-là, de proposer un plan alimentaire. C'est ce T'as tout compris. Donc, tu sais, ça fait en sorte que là, il n'y a plus de... Et quelqu'un ne peut pas... En tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, juste pour laisser sur une note positive, et c'est ce que Sylvie a dit, il faut que vous soyez renseignés, vous qui écoutiez, sur cette façon-là de fonctionner. Et en étant présent, puis en écoutant, puis en ne vous laissant pas berner par tout ce qui se passe et comment on est écrasé, c'est ça qui fait la différence, en fond. Tu as 100% raison. C'est toute la notion de la pression populaire. Ouais. Puis la pression populaire, elle peut se présenter sous forme de pétition, sous forme de manifestation, sous forme de gros événements. Mais là où elle est le plus efficace, c'est la répétition de petits gestes. Du genre, est-ce que je peux avoir une alternative aux médicaments que tu me prescris? Que cette question-là soit au médecin ou au pharmacien, as-tu d'autres choses pour moi? Y a-t-il d'autres choses que je peux faire? Fait que même si la réponse c'est non, quand cette question-là, ce type de question-là, qui n'est pas « t'es un imbécile, je ne prendrai pas ton médicament », non, ça ne marche pas, c'est comme un coup de poing. Puis ça, notez que la partie adverse est toujours comme ça.
Nous sommes des imbéciles parce qu'on pose des questions. On est des conspis parce qu'on pose des questions. Oublions ça, puis travaillons de façon insidieuse. Tu as compris ce que je voulais dire. Ouais. Mon image, c'est avec un chat aussi, tu sais. Sans commentaire. Mais Sans l'idée, commentaire. Sans c'est commentaire. les petits gestes qui font que les mentalités changent. Quand ça fait 300 fois que le médecin ou le pharmacien se fait dire « As-tu une alternative pour ça? Ça ne me tente pas de prendre le médicament, j'ai peur des effets secondaires. » Mais à un moment donné, il est obligé de prendre ses bouquins, puis se mettre à chercher, poser des questions, puis écouter. Puis c'est là où, un à la fois, puis j'ai une immense confiance dans la jeunesse, Oui. OK? Parce que, tu sais, Anne-Isabelle, là, c'est une jeune mère de famille, elle n'a pas de cheveux blancs comme moi, là. Tu sais, puis la psychologue, je vais faire un live dans pas long avec elle, puis je la nommerai dans ce temps-là, parce que là, on n'est pas trop sûr. Elle est aussi dans début trentaine, là, début quarantaine peut-être. Tu sais, moi, je suis 20 ans plus tard. Fait que je suis plus dans la position de mettre le flambeau. Par contre, je peux prendre ma notoriété puis pousser dessus. Tu sais? Absolument. Et moi, je dirais aussi, sans militer, parce que je veux justement, moi, pas aller là. Puis, tu sais, je me ramasse des fois avec un drapeau que ça me tente pas d'avoir, mais la présence, que les gens restent présents et qu'ils soient là. Tu sais, Gaétan t'en a parlé, il est devenu, tu sais, ses livres sont hyper populaires. Tu sais, donc, qu'il y ait du monde qui écoute et qui sont intéressés. Donc, et parce qu'il est proposé de différents et qui, tu sais, je veux juste terminer par une affaire. Toi, le premier, on n'est pas contre ce qui est en place. On Pas va du tout. fonctionner ensemble. On n'est pas... Mais tu sais, regarde, je vais prendre un exemple pointu, là, très pointu, de ce que tu viens juste de dire, comme quoi je ne suis pas contre la médecine, je suis pas contre, je reste un pharmacien, puis je prends des cours de formation continue, puis j'ai des patients à qui je dis, tu ne touches pas à tes médicaments. Alors, l'exemple, c'est les fameuses statines pour le cholestérol. En termes de science, ils sont bien prouvés pour prévenir le deuxième infarctus. C'est là qu'ils ont été prouvés, c'est là que ça marche. C'est pas 100%, c'est 30% d'efficacité. Ça réduit le risque de mortalité d'un deuxième infarctus de 30%, ce qui est extraordinaire. Mais quand on le donne en prévention chez quelqu'un qui n'a rien comme facteur de risque, sauf des cholestérols qui montent, ça ne marche pas. La science n'est pas là. Par contre, c'est un dogme établi. Les lignes directrices nationales en parlent. Tu fais comme, ben oui, mais la science n'est pas là. Pourquoi? Ben, probablement parce que quelqu'un, quelque part, a affirmé ça, puis on n'a jamais questionné, puis là, on répète, puis répète, puis répète. Alors, que le LDL soit un facteur de risque, soit, il y en a tellement d'autres sur lesquels je peux agir, au lieu de me donner un médicament, c'est pas de la prévention, ça. C'est la médicalisation. La prévention, c'est dis-moi qu'est-ce que je peux faire, moi, comme individu, pour améliorer ma santé cardiovasculaire. Puis c'est là qu'on tombe dans des dogmes, puis dans des écoles de pensée rigides. C'est comme, ben oui, mais non, il y a une façon intelligente d'aller plus loin. Et vous, tu sais, vous, toi, quand vous êtes fait partie d'un ordre, vous devez dire la même chose que tout le monde. Oui, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que ça, c'est toi. Oui, mais en même temps, mon code de déontologie me demande d'être rigoureux dans ma science. Alors, si je répète comme un perroquet quelque chose, en me fiant sur l'opinion de quelqu'un sans le valider, je suis jusqu'à un certain point en dérogation à mon code. J'aime ça. J'adore ça. Okay? On pourrait finir sur cette belle... On a quelqu'un en tête, c'est pour ça que je souris. On parle pas! J'adore ça. Et je te salue. Merci Jean-Yves, merci infiniment. Donc, la semaine prochaine, les huiles essentielles, la peau et tout ça, on en parlera. Donc, le livre, ton livre, Bon stress, bad stress, est disponible sur notre site. Et pour comme quelqu'un demandait, ton webinaire sur les suppléments, tout ça, tous les webinaires que Jean-Yves Ils sont tous, on peut les trouver sur jyzone.com. Je veux suivre une formation. Il y en a 16, c'est pas compliqué, là. Certains faits avec Valérie, la majorité faite avec juste moi. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent cet automne, là. Moi, je veux créer un environnement où les gens sont heureux d'apprendre quelque chose pour leur propre santé. Et c'est ce que tu fais aussi dans les lives et c'est tellement intéressant. Et merci de nous donner l'heure juste. Et merci. Moi, je dois vous dire une affaire, juste en finissant, là, il faut être un dur à cuire pour se présenter à côté de moi et assumer. Non, mais, tu sais, je veux dire, Jean-Yves, le nombre de personnes qui demandent, et je comprends que c'est difficile pour certaines personnes, mais je te remercie d'être là, solide, semaine après semaine. C'est vraiment un cadeau. Merci, merci, merci.
Ben, merci à tout le monde d'être là, puis bonne fin de À semaine. jeudi prochain. C'est absolument. Merci. Salut là. Bonne Bye. journée. Bye bye.